Alors, je vous remercie. Je remercie l'ASFAR de m'avoir invité. Mesdames, messieurs l'assistance, messieurs les modérateurs. Donc, on va parler du déguise ventral et de l'indication et de quand il faut le faire. J'ai des zones des conflits, mais qui ne vont pas interférer avec ce dont nous allons parler. Et pour commencer, on va repartir sur les bases, le rationnel physiopathologique. Et lorsqu'on fait du décuisse ventral chez les patients, on cherche à améliorer l'oxygénation, la fonction cardiaque droite, et on va améliorer la sécrétion bronchique. Et puis, ce positionnement du patient au cours de son traitement, de sa prise en charge, va permettre de diminuer le taux de Villi, donc de lésions induites par le ventilateur, et réduire l'inflammation alvéolaire. Tout ça aura pour but d'homogénéiser la ventilation pulmonaire. Alors ça, c'est pour le patient qui est intubé ventilé, qui fait quand même une grande partie de la population. Et au cours du Covid, on a pris en charge un certain nombre de patients qui n'étaient pas intubés et qui bénéficiaient du décuisse ventral, donc qui s'appelle le Wake Proposition, et pour lesquels on a augmenté le confort de ces sujets. Et surtout, on a noté qu'il y avait une diminution du recours à l'intubation trachéale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on améliore l'oxygénation? Tout le monde reconnaît ces coupes scannographiques du thorax. Et vous avez en dégusse dorsale, sur l'image de gauche, la fin d'expiration, et sur l'image de droite, la fin d'inspiration. Et donc, en dorsale, il y a une zone de condensation qui est importante et qu'on va lever lorsqu'il y a l'inspiration. Lorsqu'on va retourner le patient, le mettre en dégusse ventrale, il va y avoir une redistribution des condensations des régions dorsales vers les régions ventrales, ce qui va modifier l'hémostase, l'hématose. Lorsqu'on fait l'augmentation de l'oxygénation, le patient est en dégusse dorsale et, comme tout un chacun d'entre nous, on est soumis à la gravité. Et quand on part de la partie ventrale jusqu'à la partie dorsale, on va constater une amélioration progressive de la densité parenchymateuse, une diminution progressive de la quantité du parenchyme aéré, puisqu'il y a une grande partie du parenchyme qui est en région dorsale, et que le parenchyme dorsal sera entre autres pris entre la masse du muscle cardiaque et la partie postérieure du patient, et donc la zone rachidienne. Lorsqu'on va le retourner en dégusse ventrale, eh bien, on aura une diminution progressive de la densité du parenchyme pulmonaire et une augmentation progressive de la quantité du parenchyme dorsal qui, à son tour, va s'aérer, alors que le muscle cardiaque, qui reposait sur le poumon, va reposer ventralement sur le sternum. Une fois qu'on a dit ça, on constate qu'il y a une homogénéisation de la ventilation pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la ventilation des régions dorsales à perfusion régionale pulmonaire constante, et donc on diminue le shunt intrapulmonaire en augmentant les rapports vécus. Le volume pulmonaire dorsal, donc toute cette partie-là sur le schéma, et occupe un volume qui est plus important que le volume pulmonaire ventral. Concernant les Villi, la modification de la compliance thoracique, eh bien, en fait, le rachis dorsal va imposer une rigidité qui est plus importante à la partie antérieure du thorax, et donc lorsque le patient va passer en décuisse ventrale, on va modifier de façon importante la compliance, et entre autres, on va diminuer la compliance de la partie thoracique et permettre une meilleure aération des régions dorsales, ce qui permet de diminuer le stress et le strain du parenchyme. En ce qui concerne l'hémodynamique, donc il y a des très beaux travaux qui ont été faits par nos collègues et qui montrent que en passant le patient de la position dorsale à la position ventrale, on améliore le retour veineux des organes splanchniques, puisqu'il y a un petit peu de compression, donc on augmente la pression veineuse centrale,
Et comme progressivement, on a une meilleure ventilation pulmonaire, donc on a une diminution des résistances pulmonaires dorsales, ce qui entraîne une diminution de la post-charge du ventricule droit et on améliore la fonction cardiaque droite, évidemment. Le retour veineux pulmonaire s'améliore et certaines régions du parenchyme pulmonaire vont passer de la zone de West 2 à la zone de West 3 et contribuer ainsi à diminuer l'espace mort. On voit qu'on augmente la perfusion des régions ventrales et qu'on augmente la ventilation des régions dorsales. Lorsque le patient est en bonne position sans être intubé, eh bien, ce qui est noté, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une amélioration du confort du patient, une diminution de son travail respiratoire, et ce qui est important, c'est une diminution du recours à l'intubation. Alors, une fois qu'on a parlé, qu'on a remis le rationnel physiopathologique, que dit la littérature? Donc, il y a une série de papiers qui ont été produits par l'équipe de Luciano Gattinoni, et entre autres, ils ont fait une méta-analyse sur données individuelles à partir d'études qui étaient d'études préalables, sachant que la dernière étude du JAMA de 2009 avait montré qu'on améliorait, qu'on améliorait à partir d'une étude post-hoc des données, que le fait d'avoir un décubitus ventral pouvait améliorer la survie, sachant qu'au départ, on arrivait à NS en ce qui concerne la thérapeutique avec le décubitus ventral. Et donc, quand on fait l'analyse en sous-groupe, et donc en sous-groupe en fonction de la gravité de la RDS, on voit que les patients les plus sévères ont une mortalité qui est beaucoup plus basse que ceux qui ont une gravité moins importante. Donc ça a permis de construire l'étude ProSiva que vous connaissez, donc l'étude ProSiva de Claude Guérin à Lyon, qui est une étude multicentrique réalisée en France et en Espagne jusque dans les années 2011 et qui incluait des patients en RDS sévères dont le diagnostic était relativement récent puisqu'il était inférieur à 36 heures. Les patients étaient des ARDS graves puisqu'ils avaient un rapport P sur F inférieur à 150 et ils étaient ventilés avec une FiO2 supérieure à 0,6. La PIP devait être supérieure à 5 cm d'eau avec un volume courant qui était de l'ordre de 6 ml/kg. Pardon, 6 ml/kg du poids idéal théorique, mais bon, c'était le design de l'étude. Et la question, c'était de comparer la mortalité à J28 chez les patients qui étaient en décubitus dorsal versus décubitus ventral. Et comme vous le savez, c'est la première étude qui a montré que l'installation des patients en décubitus ventral permettait de réduire la mortalité de 33% à 16%. Donc, grande avancée. Alors, si on regarde comment étaient réalisées les études précédentes, eh bien, elles étaient assez hétérogènes dans la mesure où le volume courant était assez variable d'une étude à l'autre, et puis que la durée des séances de décubitus ventral n'étaient pas non plus les mêmes d'une étude à l'autre. Donc, dans l'étude de Claude Guérin, le volume courant était toujours le même, donc en gros 6 ml/kg, et la durée des séances était longue, c'est-à-dire que ça devait être supérieur à 16 heures, et donc on a pu mettre en évidence la diminution de la mortalité. Alors comment on fait un décubitus ventral? Donc ça c'est une chose qui est assez pratique, mais qui nécessite un petit peu d'organisation. Ça veut dire qu'il faut protocoliser la procédure, donc écrire ce qui est fait et faire ce qui est écrit, donc avoir un protocole écrit, avoir un nombre de soignants suffisant pour pouvoir mener à bien cette manœuvre, 3-4 soignants, 3 c'est bien, 4 c'est mieux, et respecter les contre-indications. Donc les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup, la seule contre-indication absolue qui resterait, c'est
le rachis cervical instable, puisqu'on va faire des manipulations un petit peu importantes des patients. Comment surveiller les patients? Bien, on fait des surveillances classiques de réanimation, donc les paramètres habituels. On surveille les rapports P sur F, et quand on est un petit peu moderne, donc à partir de récemment, donc on va se contenter de mesurer le rapport SPO2 sur FiO2. Donc je vous ai mis ce qui permettait de relier la SPO2 sur FiO2 au P sur F. Et chercher l'apparition des complications qui vont survenir. Les complications les plus fréquentes sont les lésions d'escar, donc les lésions qui surviennent au point de compression lorsqu'on installe le patient. Et évidemment, tout ce qui survient avec la mobilisation de patients intubés ventilés, donc les extubations accidentelles, les intubations sélectives accidentelles ou bien les obstructions de sonde, puisqu'on a montré que le fait d'installer le patient en décusse ventrale avait pour conséquence, ou pour bénéfice plus exactement, d'augmenter le drainage bronchique. Parfois, de façon anecdotique, on peut avoir des arrêts cardiaques. Le décusse ventral, donc ça c'est l'infographie du JAMA qui permet de donner de l'information à l'entourage surtout, puisqu'ils voient tout à coup leur proche qui est sur le ventre, leur expliquer que c'est de la bonne pratique et que ça permet de diminuer la mortalité qui est donc le critère fort de cette thérapeutique. Alors, quand faut-il le faire? Donc, comme on l'a dit, il y a eu plein de recommandations qui ont été édictées récemment. Donc, il y a les recommandations de l'American Thoracic Society qui datent de cette année 2024. Et puis, les recommandations de l'ESIGM qui sont sorties l'année dernière. Donc là, je vous présente celle de l'American Thoracic Society. Vous avez en abscisse les rapports P sur F et en ordonnée les mesures thérapeutiques qu'on va mettre en œuvre. Ce qui est en vert, c'est ce qui est fortement recommandé. Ce qui est en rouge, c'est ce qui n'est plus vraiment d'actualité, qu'il ne faut pas faire. Et ce qui est en jaune, donc, ce sont les recommandations conditionnelles à l'évolution du patient. Donc, puisque l'objet du topo, c'est de parler du décusse ventral, vous voyez que le décusse ventral est en zone verte, donc il faut le faire. Il y a des recommandations fortes en faveur de la mise en décusse ventrale des patients dès que l'ARDS est modéré à sévère. Donc pour l'American Thoracic Society, c'est donc à partir de 150 de rapport P sur F. Les recommandations de l'ESIGM donc disent exactement la même chose. Donc c'est plutôt réconfortant de voir que plusieurs sociétés savantes vont émettre des recommandations qui sont identiques. Donc les recommandations de l'ESIGM passent en revue toutes les questions les unes après les autres. Et ce qui relève du décusse ventral, donc de la prone position, c'est la question 7, si vous allez regarder dans le papier original. Donc vous voyez que avant, sur la définition précédente, eh bien, le décusse ventral était recommandé. Et puis maintenant, il est toujours recommandé. Donc ça ne change pas. Simplement, il y a des questions qui sont posées. Donc il y a des recommandations fortes pour mettre les patients en décusse ventral dès qu'ils ont un rapport P sur F inférieur à 150 avec une PIP supérieure ou égale à 5 cm d'eau. Donc ça permet de réduire la mortalité. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir des traitements qui permettent d'agir sur des critères forts, durs, comme la mortalité. Le Covid-19 était dans les recommandations, mais ce n'est plus vraiment le problème du jour. Et puis, comment est-ce qu'on va faire? Il faut respecter des durées de séances, donc faire des séances longues en une seule fois, donc au moins 16 heures d'affilée de décusse ventrale chez les patients intubés ventilés. En ce qui concerne les patients en décusse ventrale qui ne sont pas intubés ventilés, eh bien, il n'y a pas vraiment suffisamment de données pour pouvoir émettre des recommandations fortes. Mais donc, il y a une suggestion il y a une incitation à mettre les patients en décusse ventrale et probablement pas faire durer des séances aussi longues que 16 heures d'affilée, mais peut-être faire des séances qui vont durer 8 heures, éventuellement coupées en plusieurs morceaux dans la journée. Par exemple, faire 4 et 4, c'est plutôt bien.
Donc la nouvelle définition de la RDS en 2023. Donc on le classe en léger, modéré ou sévère, comme ce que vous savez. Le délai d'apparition doit être récent. Et comment on fait le diagnostic? Donc il y a, de façon ancestrale, comme on nous l'a expliqué, tout ce qui était l'imagerie, donc les radios de thorax ou les scans thoraciques. Et puis maintenant, l'ultrasonographie du poumon va nous permettre de confirmer ou d'apporter des éléments pour permettre de poser le diagnostic. Et donc, on va diviser la gravité des patients en fonction de leur rapport P sur F, ou bien, si on n'a pas accès au rapport P sur F, le rapport SpO2 sur FiO2. Alors, pour conclure un petit peu, cette chose qui est importante, puisque ça permet de diminuer la mortalité des patients qui sont en RDS, pour lesquels il y a une mortalité intrinsèque qui est quand même non négligeable. On va stabiliser les patients avant de les mettre sur le ventre. On va essayer de trouver la meilleure PIP, quand ce sont des patients qui ont un niveau de gravité intermédiaire ou élevé, donc le P sur F inférieur à 150. Les mettre sur le ventre après une période de stabilisation, ne pas se précipiter tout de suite, et les mettre en début ventrale pendant des périodes qui sont suffisamment longues pour qu'il puisse y avoir et le drainage des sécrétions bronchiques et puis la redistribution des condensations pulmonaires de façon à jouer sur les modifications de compliance. En revanche, chez les patients qui ne sont pas intubés ventilés, toutes les données ont été acquises principalement sur la période Covid, donc il n'y a pas de recommandation forte sur cette procédure. Encore une fois, c'est une procédure qui nécessite un certain nombre de personnes pour retourner le patient qui peut être obèse. Il faut donc protocoliser les procédures, écrire ce que vous faites ce que vous écrivez, avoir le nombre de soignants suffisant. Et puis, en guise de vraiment conclusion, nous sommes les Homo erectus en situation de bipède. Il y a un certain nombre de nos confrères mammifères qui se reposent en début ventrale avec les jambes qui pendent. Et puis nous, quand on a du bon temps, on se met sur le dos, les jambes en l'air, ce qui est un petit peu contre la physiologie. Et quand on prend en charge les patients dans nos unités de soins intensifs ou nos réanimations, eh bien, les patients sont de première intention installés sur le ventre, et ce qui est un petit peu contre la physiologie de nos cousins, les mammifères.